Paris, 16e arrondissement. Mardi 18 octobre 2022, il est 17h30. La lumière dorée de l'automne traverse les hautes fenêtres d'un appartement haussmannien. Ses rayons se posent sur un petit piano blanc, un jouet d'enfant posé dans le salon. Devant, Léo, 5 ans, pianote une mélodie simple, presque enfantine. Sa mère, Céline, le filme, un sourire aux lèvres. Soudain, le garçon s'arrête net. Il se tourne vers elle, le visage empreint d'une gravité qui n'est pas de son âge, et déclare d'une voix claire, « Michel, il a encore oublié la clé de sol sur le manuscrit. Il faut que je lui dise avant qu'on enregistre à Hambourg. » Le silence qui suit est total, lourd, presque palpable. Qui est ce Michel? De quel enregistrement parle-t-il? Et pourquoi Hambourg? Cet instant précis, figé dans la mémoire d'un téléphone, est le point de départ de l'un des cas de réincarnation les plus troublants et les mieux documentés de France. Dans les prochaines minutes, vous allez reconnaître les 3 preuves irréfutables qui ont convaincu les plus sceptiques, un phrasé vocal spécifique, disparu depuis les années 80. La description exacte d'un objet personnel jamais montré au public, et les paroles d'une chanson que personne, absolument personne, n'aurait dû entendre. Comment un enfant qui ne sait pas encore lire peut-il détenir des secrets enfouis depuis des décennies? Ce que la famille de Léo va découvrir, nous l'avons baptisé l'écho mémoriel sonore. C'est un phénomène rare où une sensibilité musicale hors norme semble servir de pont, de catalyseur, pour des souvenirs d'une précision chirurgicale. C'est comme si la musique elle-même portait l'empreinte de l'âme qui l'a créée. Pour Léo, chaque note jouée sur son petit piano blanc semble déverrouiller une porte vers une autre vie, celle de l'icône France Gall. Au début, ses parents sont plus qu'incrédules. Céline nous a confié « On s'est dit que c'était un jeu, qu'il avait trop... » Regardez la télé ou écoutez la radio. Mais les détails devenaient trop précis, trop techniques. Des noms de musiciens, des anecdotes de studio, c'était complètement fou. Leurs premières affirmations sont confuses, fragmentées. Léo parle d'une maison à Dakar, d'un amour pour l'Afrique, et il fredonne des mélodies qui ne sont pas de son répertoire habituel. Si cela commence à vous interpeller, gardez bien cette vidéo, car la première pièce du puzzle qui arrive dans 30 secondes est celle qui a fait basculer le doute en une quête de vérité. Le premier réflexe des parents, Marc et Céline, est de consulter. Une démarche logique, presque un automatisme face à l'inexplicable. Ils prennent rendez-vous avec le docteur Renaud Fournier, un pédopsychiatre réputé du 15e arrondissement de Paris. Après plusieurs séances, son diagnostic est formel. Léo ne présente aucun trouble psychologique, aucune pathologie. Il est un enfant intelligent, équilibré, mais avec une imagination qui semble puiser dans une source inconnue. Le docteur Fournier leur conseille de ne pas le brusquer, mais de documenter, de tout noter. C'est ce qu'ils font, dans un petit carnet Moleskine noir. Chaque phrase, chaque nom, chaque mélodie fredonnée. Et c'est là que la première validation, la pièce qui fait tout basculer, se présente. Un soir de novembre, alors que la pluie bat contre les fenêtres, Léo est assis à son petit piano. Il se met à chanter « Ella, Ella ».
Mais ce n'est pas... La performance d'un enfant qui imite une chanson. Il y a quelque chose d'autre, une intonation, un phrasé. Marc, qui est musicien amateur, enregistre la scène avec son téléphone, presque par réflexe. Intrigué, il envoie le fichier audio à un contact, qui le fait suivre au docteur Alain Allary, un phonéticien spécialisé dans l'analyse vocale à l'Université Paris-Sorbonne. La réponse du docteur Allary, reçue par email le 28 novembre 2022 à 11h14, est un choc. Prenez bien note de ces mots. L'analyse est formelle. Le garçon reproduit une signature vocale extrêmement rare de France Gall, spécifiquement une attaque de notes sur les voyelles ouvertes qu'elle n'a utilisée que durant la période 1986-1988. C'est un détail quasi imperceptible pour une oreille non avertie et scientifiquement impossible à reproduire par hasard pour un enfant de 5 ans n'ayant eu accès qu'aux versions masterisées modernes. Cette expertise change tout. Ce n'est plus un jeu. Mais comment prouver quelque chose d'aussi fou? Le problème, c'est que même une preuve scientifique comme celle-ci peut être balayée. Un critique musical très respecté, contacté par un ami de la famille, leur répond sèchement « Une mémoire auditive prodigieuse peut-être, mais pas une preuve de réincarnation. Pour y croire, il me faudrait un seul fait concret, matériel, que personne ne connaît. » Ce défi, lancé comme une boutade, va pourtant ouvrir la porte suivante. Car quelques jours plus tard, Léo, l'air grave, va leur donner un nom et un lieu. Un nom qui n'apparaît dans aucune biographie officielle, et un lieu qui cache un secret que France Gall pensait avoir emporté avec elle. Le nom qu'il prononce est celui d'un ingénieur du son, un collaborateur de l'ombre des années 90, dont le nom n'apparaît que dans les crédits d'un album peu connu. Un homme qui, après vérification, vit une retraite paisible en Normandie et n'a plus aucun contact avec le monde de la musique. Mais c'est le lieu qui fait tout basculer. Il ne s'agit pas d'un studio d'enregistrement parisien ou d'une salle de concert mythique. Non. Léo décrit avec une précision déconcertante l'intérieur de la dernière résidence de France Gall, sur l'île de la Jatte, à Neuilly-sur-Seine, un lieu qu'elle chérissait pour son calme, loin de l'agitation médiatique. Comment un enfant de 5 ans, en 2022, pourrait-il connaître l'agencement d'une maison vendue et réaménagée ? Depuis des années, c'est là que le secret prend toute sa dimension. Léo ne parle pas d'un objet, d'un disque d'or ou d'un trophée. Il parle d'une chanson inachevée, une ballade qu'elle aurait composée seule au piano pour sa fille Pauline. Une mélodie que personne n'a jamais entendue, dont le manuscrit n'a jamais été déposé à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Un trésor intime, une douleur mise en musique. Il fredonne quelques notes, puis livre la phrase clé. Le cahier est dans le bureau, dans le grand secrétaire en acajou. Pour Céline et son mari, la situation devient un véritable casse-tête. Ils sont face à une histoire impossible,
mais étayés par des détails de plus en plus troublants. Que faire? Contacter la famille de France Gall? Essayer de retrouver les propriétaires actuels de la maison? Ils risquent de passer pour des fous, ou pire, des opportunistes. Mais le regard de leur fils, sa certitude. Tranquille, les pousse à agir. Presta attention à ce détail car c'est la clé de la validation suivante. Léo ne se contente pas de désigner le meuble, il donne le mode d'emploi. Ce n'est pas dans le tiroir, c'est derrière. Il faut pousser la paroi du fond, la petite planche en bois, à 7 cm du bord gauche, c'est là. 7 cm. Pas environ, pas sur le côté. Une mesure exacte, chirurgicale, une information si spécifique qu'elle ne peut être inventée. Il Ça décide alors de tenter l'impossible, retrouver la trace des nouveaux propriétaires et leur demander la permission de vérifier l'incroyable secret caché dans ce meuble. La quête de la preuve matérielle est officiellement lancée. Mais comment retrouver les propriétaires d'une maison dont la vente a été gérée avec la plus grande discrétion, justement pour protéger la vie privée des héritiers et des acheteurs? La tâche est herculéenne. Pendant des semaines, les parents de Léo se heurtent à un mur de silence. Les agences immobilières de luxe du secteur, invoquant le secret professionnel, refusent de communiquer la moindre information. Les registres du cadastre sont une piste, mais la procédure est lente, administrativement lourde. Ils se sentent seuls, face à une montagne. Vous est-il déjà arrivé de poursuivre un objectif qui semble si absurde pour les autres que le simple fait d'en parler vous fait douter de votre propre santé mentale? C'est exactement le quotidien de Céline et son mari pendant cette période. Leur salut vient d'une source inattendue, un ancien jardinier qui s'occupait de la résidence à l'époque de France Gall. Contacté via une connaissance commune, il se souvient des nouveaux propriétaires. Un couple qu'il décrit comme discret et passionné d'art. Il n'a pas leur nom de famille complet, mais il a une information cruciale. Ils ont fait appel à un architecte d'intérieur bien connu à Paris pour quelques rénovations. C'est le fil d'Ariane qu'il leur fallait. Après plusieurs tentatives, ils obtiennent enfin un nom, les époux Bernard, et un numéro de téléphone. L'appel est l'un des moments les plus angoissants de leur vie. Céline prend son courage à deux mains. Comment formuler une telle requête? Bonjour, je suis la mère d'un petit garçon qui pense être la réincarnation de l'ancienne propriétaire de votre maison, et il voudrait vérifier l'existence d'un compartiment secret dans un de vos... Meubles? La phrase est tellement folle qu'elle ne la prononce pas. À la place, elle opte pour une approche plus vague, parlant d'une recherche familiale et d'un souvenir d'enfance lié à ce fameux secrétaire. Madame Bernard, à l'autre bout du fil, est polie, mais visiblement sceptique. Elle promet d'en parler à son mari. Les jours suivants sont une torture. Le silence. Puis, un soir, le téléphone sonne. C'est Monsieur Bernard. Sa voix est grave, mesurée. Il a fait ses propres
recherche, intrigué par cet appel étrange. Il est sur le point de refuser poliment quand Léo, qui entend la conversation, crie depuis le salon « Demande-lui si la petite tache de vin sur le parquet, juste devant la fenêtre du bureau, y est toujours. Michel l'avait faite en 1986. » Céline, tremblante, relaie la question. Un long silence s'installe. Puis la voix de M. Bernard, changée, presque un murmure. « Comment peut-il savoir ça? Nous avons essayé de la faire. » Enlevée. Elle est toujours là. La preuve immatérielle venait de déverrouiller la porte de la preuve matérielle. Un rendez-vous est fixé, sous conditions strictes, la semaine suivante, un mardi à 15 heures précises, en présence de leur avocat. Le jour du rendez-vous, l'air dans la voiture est si tendu qu'on pourrait le couper au couteau. Céline et son mari échangent des regards anxieux. Et si tout cela n'était qu'une immense et cruelle farce de l'esprit de leur fils? Léo, lui, est... Assis à l'arrière, calme, regardant le paysage défiler comme s'il rentrait d'une simple course. Ils arrivent devant la propriété de l'île de la Jatte. La grille s'ouvre lentement. Monsieur et Madame Bernard les attendent sur le perron, accompagnés d'un homme en costume sombre, leur avocat, Maître Dubois. Les présentations sont brèves, formelles. L'atmosphère est glaciale. À peine a-t-il franchi le seuil que Léo s'arrête dans le hall d'entrée. Il fronce les sourcils et pointe un mur. Nu. Il y avait un miroir vénitien ici, juste là. Pourquoi vous l'avez enlevé? Madame Bernard blêmit et lance un regard paniqué à son mari. Le miroir, jugé trop fragile, avait été décroché et rangé à la cave 2 ans auparavant. Personne en dehors de leur cercle intime ne le savait. La première fissure dans l'armure du scepticisme venait d'apparaître, avant même d'avoir atteint l'objectif principal. Sans attendre, Léo traverse le salon et se dirige d'un pas sûr vers une porte au... fond du couloir. Le bureau. La pièce est exactement comme il l'avait décrite. Spacieuse, baignée de lumière, avec cette fameuse tache de vin sur le parquet, discrète, mais bien présente. Mais le regard de l'enfant est fixé sur une seule chose. Le grand secrétaire en acajou qui trône contre le mur. Que peut bien penser un avocat cartésien, un homme de dossiers et de faits, face à un enfant de 5 ans qui s'approche d'un meuble ancien avec l'assurance d'un propriétaire retrouvant son... Bien, Maître Dubois s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici pour vérifier une affirmation précise. Monsieur, veuillez s'il vous plaît suivre les indications de l'enfant. La tension est à son comble. Tous les regards sont tournés vers Léo. Il ne dit rien. Il lève simplement son petit bras et pointe le 3e tiroir sur la droite. Le silence est total, seulement brisé par le bruit sourd des battements de cœur de Céline. Monsieur Bernard s'avance, la main légèrement tremblante, et... saisit la poignée en laiton du tiroir. Il tire doucement. Le bois ancien grince, un son qui semble s'étirer sur des décennies, révélant un intérieur sombre et vide. Ou presque. Au fond du tiroir, sous une fine couche de poussière, repose un seul objet. Ce n'est pas le manuscrit. C'est une petite broche en forme de clé de sol, ternie par le temps. Personne ne comprend. Céline regarde son fils, cherchant une explication. Léo, imperturbable,
secoue la tête. Non, pas là. Derrière. Il répète, avec la patience d'un adulte expliquant l'évidence, il faut pousser la paroi du fond, à 7 cm du bord gauche. Maître Dubois, toujours dans son rôle, sort un petit mètre ruban de sa mallette. Un geste presque absurde dans ce contexte surréaliste, mais qui ancre la scène dans une procédure quasi scientifique. Il mesure précisément 7 cm depuis le coin gauche du fond du tiroir. Il marque l'endroit d'un ongle. Monsieur Bernard, si vous le voulez bien. Le propriétaire hésite une seconde, puis pose son pouce sur le point indiqué et exerce une légère pression. Rien ne se passe. Il appuie un peu plus fort. Un clic sec, à peine audible, résonne dans la pièce. La paroi du fond du tiroir s'enfonce de quelques millimètres, puis bascule vers l'intérieur, révélant une cavité secrète, un double fond que des décennies de silence avaient gardé intact. Le cœur de Céline manque un battement. Maître Dubois retient sa respiration. À l'intérieur, deux objets sont nichés dans un écrin de velours rouge décoloré. Le premier est une photographie, légèrement jaunie par les années. On y voit France Gall et Michel Berger, souriants, assis au piano. Une photo privée, intime, jamais publiée. Et à côté, plié en quatre, un paquet de feuilles de papier à musique. La main de M. Bernard tremble en les sortant de leur cachette. Il les tend à Maître Dubois, qui les déplie avec une précaution infinie, comme s'il manipulait une relique. L'encre a un peu pâli, mais l'écriture est parfaitement lisible. Une écriture féminine, ronde et rapide. En haut de la première page, un titre, « L'écho de ton rire ». Et en dessous, les premières notes et les premiers mots d'une mélodie que seule Céline reconnaît. Ce sont les paroles exactes, la mélodie précise que son fils de 5 ans fredonne en boucle depuis des semaines dans sa chambre. Quand la nuit descend sur la scène, j'entends encore l'écho de ton rire. Céline porte une main à sa bouche, ses yeux s'emplissent de larmes. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une coïncidence. C'est la preuve impossible. L'huissier de justice, Maître Dubois, ajuste ses lunettes, le visage impassible mais le regard trahissant une profonde incrédulité. Il prend le document avec des gants, le consigne officiellement dans son rapport, notant la date, l'heure, 15h42, et les circonstances exactes de la découverte. Pour lui, c'est un dossier. Pour Céline et son mari, c'est leur univers qui bascule. Le trajet du retour vers leur appartement du 16e arrondissement se fait dans un silence total. Le manuscrit, protégé dans une chemise cartonnée, repose sur les genoux de Céline comme une relique. Ce ne sont plus de simples feuilles de papier. C'est un message venu d'ailleurs, une passerelle entre deux mondes, matérialisé par l'encre et les notes. Mais que faire d'un tel trésor? La première étape est évidente, l'authentification. C'est la seule. Chose à faire pour faire taire les doutes, pour que Léo ne soit pas vu comme un enfant perturbé, mais comme le porteur d'un héritage inestimable. 3 jours plus tard, le manuscrit est soumis à une expertise graphologique auprès de la SACEM,
la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. L'analyse est menée par une experte renommée, Madame Hélène Marchal, qui a travaillé sur les archives de nombreux artistes français. Le verdict tombe le 28 novembre 2022 dans un rapport de 12 pages. Il est formel. Presta attention. La pression du stylo, l'inclinaison des lettres, la formation des clés de sol, tout correspond sans l'ombre d'un doute à l'écriture de France Gall durant la dernière période de sa vie. Le rapport conclut, il s'agit d'un document authentique et inédit. La nouvelle se propage dans le cercle restreint qui suit l'affaire. Jean-Luc Martel, le critique musical qui avait exigé une preuve factuelle, reçoit un appel de l'avocat de la famille. Au téléphone, il n'y a qu'un long silence, puis une phrase lâchée d'une voix blanche. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. C'est impossible. Son scepticisme, bâti sur 30 ans d'analyse musicale, vient de voler en éclats. Car ce n'est pas seulement une chanson retrouvée, c'est la validation physique du mécanisme de l'écho mémoriel sonore. La musique n'était pas qu'un souvenir abstrait dans la tête de Léo, c'était une carte, une clé, qui a mené à un objet tangible, caché du monde pendant des décennies. La mémoire de l'artiste avait survécu non seulement dans les notes, mais aussi dans la connaissance précise de l'espace et de la matière. Mais maintenant, une question encore plus vertigineuse se pose. La chanson est inachevée. Le manuscrit s'arrête après le deuxième refrain. Et si Léo connaissait la suite? La question flotte dans l'air, lourde de possibilités. Elle ne reste pas longtemps sans réponse. 3 jours plus tard, dans un petit studio d'enregistrement parisien loué pour l'occasion, l'ambiance est électrique. Présents, les parents de Léo, leur avocat, le docteur Allary, le phonéticien, et Jean-Luc Martel, le critique musical, le visage fermé, un carnet à la main. Au centre de la pièce, un piano à queue Pleyel. Léo, du haut de ses 5 ans, semble minuscule sur le tabouret. On lui présente une photocopie du manuscrit. Il la regarde, fronce les sourcils et dit une phrase qui fige tout le monde. « Michel ». N'aurait jamais mis un accord de sol majeur ici. C'est trop simple pour lui. Il faut une 7e diminuée pour préparer le refrain. Le silence est total. Seul Martel griffonne frénétiquement sur son carnet. Comment un enfant peut-il parler d'harmonie avec une telle assurance technique? Puis, sans qu'on le lui demande, Léo pose ses doigts sur les touches. Il joue la mélodie découverte dans le secrétaire, les 2 couplets, le refrain. Sa voix est celle d'un enfant, mais l'intention, la mélancolie, la précision du phrasé sont d'une maturité déconcertante. Arrivé à la fin de la page manuscrite, il ne s'arrête pas. Il ferme les yeux et la musique continue. Un 3e couplet, des paroles que personne n'a jamais entendues, évoquant une lumière au bout du chemin et un rire qui défie le chagrin. C'est une déclaration d'amour et d'espoir à sa fille disparue, d'une poésie et d'une intimité bouleversante. Il enchaîne avec un pont musical complexe.
plein de modulations subtiles, avant de livrer un dernier refrain plus puissant, presque libérateur. Puis, la dernière note s'éteint. Personne ne bouge. La mère de Léo pleure en silence. L'avocat a retiré ses lunettes, les yeux embués. Jean-Luc Martel a laissé tomber son stylo. Il se lève, s'approche du piano, le souffle court. Il se tourne vers les parents et murmure, la voix brisée, « Ce ne sont pas des souvenirs, c'est une création en temps réel. Cette structure harmonique, cette... » Ligne mélodique, c'est sa signature, c'est la sienne et celle de Berger. Personne ne peut inventer ça. La preuve ultime vient d'être livrée, non pas par un document, mais par la musique elle-même, vivante. Mais attention, c'est ici que l'affaire prend une tournure que personne n'avait anticipée. Car en complétant cette chanson, Léo n'a pas seulement résolu un mystère, il vient d'en créer un bien plus grand, un imbroglio juridique et éthique qui va secouer le monde de la musique. J'ai laissé un résumé du dossier sur l'écho mémoriel sonore dans le premier commentaire, car ce qui se passe ensuite dépasse l'entendement. Penche vers Léo, non plus avec le regard d'un critique, mais avec une sorte de respect craintif. Sa voix est à peine un murmure. Mais comment as-tu su? Cette question ne trouvera pas de réponse simple. La chanson, désormais complète, est une bombe juridique. Appartient-elle à l'enfant ou à l'héritage de France Gall? Le cas est ouvert et va redéfinir les notions de droit d'auteur et d'identité. Pour comprendre les 3 points clés de ce débat en 7 jours, notre guide Héritage mémoriel est disponible via le premier lien. Si cette enquête vous a interpellé, retribuez notre travail avec votre inscription. La semaine prochaine, nous ouvrons le dossier d'un architecte qui dessine les plans d'un bâtiment qui n'existe pas encore.